Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session du journal. Le monde a célébré le mercredi 1er décembre 2021 la 33e édition de la Journée mondiale du sida en République démocratique du Congo. Et le lancement officiel à cette journée a eu lieu dans la ville de Matadi. Objectif, sensibiliser toutes les couches de la population à participer dans la riposte contre le VIH-Sida et l'éliminer d'ici 2030. Roger Missamou et bienvenue Sony pour le reportage. Les yeux de toute la République démocratique du Congo étaient braqués dans la ville portuaire de Matadi le mercredi 1er décembre 2021 à l'occasion du lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale du sida dans la salle de banquet de l'hôtel Lydia. Cette cérémonie présidée par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sous le patronage du chef de l'État a été célébrée sous le thème national « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida à d'ici 2030 ». Dans son mot de circonstance, le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso s'est réjoui de voir ces assises se tenir dans sa province. Après une série d'allocutions, le troisième président du Conseil national multisectoriel des ripostes contre le VIH-Sida a plaidé pour le renforcement des financements pour bien engager la riposte contre le sida et atteindre les objectifs assignés. Il y a un problème très sérieux lié au financement de leurs activités, au suivi des personnes qui sont violentées, violées. Au stade actuel, tous les financements que nous avons au niveau pays, je peux même dire à 99%, sont extravertis. Nous dépendons de l'extérieur. Si le Fonds mondial décidait de partir, c'est-à-dire que nous tous nous allons plier bagages pour attendre encore qui viendra financer. La directrice pays de l'ONU-SIDA a pour sa part mené un plaidoyer pour la solidarité envers les personnes vivant avec cette maladie afin d'éliminer la charge virale au profit de la société. Nous devons renforcer le partage et l'utilisation des données pour améliorer les performances, la conception et la mise en œuvre des programmes au niveau provincial. Le programme national doit s'assurer également des progrès réalisés en matière d'accès, d'égalité et d'élimination des clauses d'étranglement au niveau provincial afin que les investissements provinciaux identifient mieux les populations les plus exposées au risque d'exclusion. Cette petite pièce théâtrale apprend à la jeunesse de la RDC d'adopter un comportement responsable pour se prévenir contre le sida. Pour clore, la vice-ministre de la Santé, Dr Véronique Kilumbankoulou, a procédé au lancement des activités de cette journée. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président du CNMLS, je déclare lancer la commémoration de la Journée mondiale du VIH-Sida, édition 2021, en République démocratique du Congo. Juste après cette allocution, les officiels ont procédé à la visite des stands autour de la piscine de l'hôtel Lydia où étaient exposés plusieurs objets liés à cette journée. Et dans ce même chapitre de la Journée mondiale du sida, la vice-ministre nationale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumbankoulou, a loué les efforts du Conseil national multisectoriel des ripostes contre le VIH-Sida et a rassuré que le gouvernement dont il est membre conjugue beaucoup d'efforts pour accroître le financement des ripostes aux côtés d'autres partenaires financiers. Et suivez donc la vice-ministre de la Santé publique. Exprimer ma très haute déférence au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
en tant que président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida et président du CNMLS, qui, sous le leadership et le haut patronage duquel nous célébrons la journée mondiale du sida en République démocratique du Congo. Pour cette édition 2021, la communauté internationale commémore la journée mondiale du sida sous les thèmes « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies ». Dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19 et d'autres épidémies, ces thèmes constituent en même temps un appel pour l'éradication urgente des inégalités et autres barrières qui alimentent l'épidémie des sida. Les chiffres de notre pays classent très souvent la province du Congo central parmi les meilleures provinces en termes de réponse multisectorielle au VIH-Sida. Il s'agira de mobiliser toutes les communautés à lutter contre toute forme de discrimination et de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida en vue d'atteindre les objectifs mondiaux 95-95-95 tels que décrits dans le plan stratégique national de la riposte au VIH-Sida. Permettez-moi de dire à tous ceux qui sont passés avant moi que le gouvernement central a pris acte de vos plaidoyers forts que vous venez de mener devant ces micros et nous allons, au niveau du gouvernement, voir comment orienter les stratégies pour répondre à vos préoccupations. Juste après le lancement officiel de la 33e édition de la Journée mondiale du sida en République démocratique du Congo, les partenaires techniques du PNMLS étaient face aux professionnels de médias de la ville portuaire de Matadi pour expliquer en long et en large à la communauté l'évolution des activités des ripostes contre le sida. Encore une fois de plus, Roger Missamou pour les reportages. Au cours de cette conférence de presse, le troisième président du Conseil national multisectoriel de riposte contre les sida, le secrétaire exécutif du PNMLS et la directrice pays de l'ONU-SIDA ont exposé à la face du monde à travers le Chevalier de la Plume le baromètre sur la situation épidémiologique du sida en République démocratique du Congo. Baromètre qui donne de l'espoir aux experts de pouvoir mettre fin au sida à d'ici 2030, tel est le thème de cette journée. L'autre point majeur dans la lutte contre le sida, le dépistage universel de la population pour connaître les statuts sérologiques. Nous avions retenu quelques recommandations pour permettre au pays d'arriver à améliorer les problèmes ou les problèmes d'étranglement là où ça s'est présenté. Nous les avons résumés en 4 recommandations. La première était de faire un virage stratégique vers le dépistage universel du VIH dans toutes les formations sanitaires et organiser les centres de prise en charge et de dépistage en réseau, de sorte que dans toutes les formations sanitaires où les femmes se rendent en CPN, que ces dernières puissent avoir accès au dépistage du VIH. Pour des personnes séropositives, il faut donc du sérieux dans les suivis du traitement antirétroviral pour limiter la contamination. Avec le sida, il y a une telle évolution qu'on n'arrive pas finalement à mettre au point un vaccin final. Nous avons une approche multisectorielle. Notre deuxième recommandation sur la base de ce rapport s'agit de l'utilisation et l'analyse profonde des données à notre disposition. La fragilité du système sanitaire préoccupe le Chevalier de la Plume dans cette campagne. Les résultats que nous avions présentés dans les baromètres analytiques du VIH ne représentent pas que les formations sanitaires des milieux urbains. Ce sont des données qui représentent les 26 provinces. Et en ce qui concerne la disponibilité des intrants, c'est même l'un des goulots d'étranglement majeurs. Ces jeux traditionnels de questions-réponses entre experts et professionnels de médias a mis en lumière plusieurs zones d'ombre afin de véhiculer la vraie information.
Elle poursuit son périple dans le bas-fleuve, précisément dans le territoire d'Esseké-Banza. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza Kisulu a, à travers la fondation qui porte son nom, procédé à la distribution des kits scolaires dans des écoles publiques. Près de 5 000 enfants sont servis. Un reportage de la concert Edwige Mbala de Canal Congo Télévision. Paris gagné pour la Fondation Ngoudianza. La 5e édition de la campagne de distribution des kits scolaires est un succès. Cette fois, environ 5 000 élèves du niveau élémentaire vont à l'école avec sac à dos contenant une gamme de fournitures scolaires. Ngoudianza et sa fondation éponyme a repris son bâton de pèlerin à la faveur de la rentrée des classes dans les écoles publiques après une longue durée de grève. Merci maman pour les sacs que nous a donné. Moi, toujours, maman, tout le monde, God, Pour cette campagne 2021, Sanda, Kinza Umwete et Lemba grossissent le nombre de bénéficiaires. À Boma, outre les élèves de plusieurs écoles, les orphelins des Créroa ont bénéficié de la générosité de la Fondation Ngoudianza. Nous manquons le mot, maman a promis qu'il sera avec nous. Nous pouvons que vous remercier, c'est ce que vous venez de faire. Parce que les riches qui donnent offrent prêt à Dieu. Autre catégorie de mise au rebut, les personnes de 3e âge. Elles ont une pension et de l'argent. Nous sommes censés les reconnaître vos bienfaisances que vous avez de faire à travers la province. Ce n'est pas seulement dans la ville de Boma ou dans les zones de vieillards de Boma, mais dans toutes les provinces nous vous suivons. Merci maman. Amen. Amen. La première phase de la campagne de distribution des kits scolaires a commencé en août dernier à Kasangulu, Madimba, Songololo et Luozi. La Fondation Ngoudianza ne lésine pas sur le moyen pour faire perdurer cette activité. Nous sommes là, encore plus debout, pour accompagner le chef de l'État dans son ambition programme. Au niveau de la Fondation, comme nous faisons du bien-être de l'enfant et de la famille notre cheval de bataille, nous avons mis sur pied ce programme pour que chaque année nous puissions procéder à la distribution. Le plus souvent causé par des maladies cardiovasculaires, plusieurs catégories de gens meurent d'une mort brusque ou subite malgré un bon état de santé apparent. Les détails dans cet élément que vous propose votre rédaction. Plusieurs cas de mort subite sont enregistrés dans le monde. Il n'est plus rare qu'une personne décède brutalement de nos jours, adolescent ou adulte. Un nombre important fait des crises de tension ou encore des crises cardiaques. Qu'est-ce qu'est la mort subite? La mort subite peut être comprise comme une mort brutale, caractérisée par une perte brusque de la conscience, une mort inopinée et non prévue par rapport à l'état physique du patient. Notons que plusieurs maladies sont à la base de ces décès brusques qui font périr un nombre élevé de personnes. La cause majeure, c'est les pathologies cardiaques, notamment de cardiopathie. Au niveau de la circulation cardiaque, il y a une petite perturbation ou un petit caillot qui bloque la circulation au niveau du cœur et qui entraîne cet arrêt brusque du cœur. Mais ça peut arriver aussi ce que nous appelons les embolies, c'est-à-dire un petit morceau, un caillot, un fragment de graisse qui se détache d'un endroit X et qui atteint le niveau du cœur, qui obstrue la circulation cardiaque, qui entraîne aussi cet arrêt du fonctionnement. Mais aussi, nous pouvons ajouter à cela, il y a les accidents vasculaires cérébraux, qui est aussi une perte de la circulation, d'un trouble de la circulation sanguine au niveau cérébral. Qu'est-ce qu'il faut pour prévenir ce type de maladie? Dr Patrick Masunda, médecin directeur au centre médical Christema Bannière, répond. Il faut que la population ait cette habitude de faire ce qu'on appelle le check-up, c'est-à-dire se faire examiner pour découvrir s'il n'y a pas des pathologies cardiaques sous-jacentes qui ne sont pas découvertes. C'est pour éviter ces morts subites. Outre les consultations et les check-up,
Il est aussi recommandé de bien surveiller son régime alimentaire, soit s'abstenir à la consommation de produits grassiers pour éviter un taux élevé de cholestérol dans les corps. En Libye, la question se pose si la présidentielle aura bien lieu le 24 décembre 2021. Les candidats sont d'ores et déjà connus, mais la persistance de désaccords entre camps rivaux et les tensions sur terrain font planer un doute sur sa tenue. TV5 Monde. C'est un défi de taille, pour certains, impossible à relever. Comment organiser des élections présidentielles dans un pays fragmenté, en plein chaos sécuritaire? Plus que quelques semaines avant le vote officiel prévu le 24 décembre, et la tension monte entre factions. Violation du processus électoral, intimidation entre candidats, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Yann Koubis, a jeté l'éponge. Mais de nombreux Libyens veulent tout de même croire à la tenue des élections. Lorsque chacun d'entre eux nous aura présenté sa vision, nous choisirons celui qui est le plus digne. C'est une nouvelle expérience, presque unique en Libye. Une nouvelle expérience avec de vieux visages. Parmi les 98 candidats ayant déposé leur dossier, on retrouve les principaux protagonistes de la scène libyenne. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Après l'échec de son offensive militaire contre la capitale Tripoli, il se présente comme la seule alternative pour restaurer l'ordre dans le pays. Face à lui, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashara, candidat du gouvernement d'union nationale, populaire dans l'ouest du pays, il bénéficie notamment du soutien de la Turquie. Autour de ces deux figures politiques, d'autres candidats comme Abdelhamid Daiba, l'actuel premier ministre libyen, ou encore Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dictateur Muammar Kadhafi, et dont la candidature a finalement été refusée par la commission électorale. Nous sommes contre le fait que les criminels de guerre soient des candidats ayant droit à quoi que ce soit, pour les élections ou pour des postes gouvernementaux. Entre divisions régionales et politiques, difficile de voir une de ces figures transcender le clivage et faire l'unanimité. Après 4 décennies de dictature et le chaos sécuritaire qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi, les Libyens espèrent des élections équitables pour guérir le pays, mais sans observateurs ni stabilité, leur succès semble déjà compromis. Parlons sport pour boucler cette édition du journal. Les grands jours approchent à vivre à lire pour Mazembe, Maniema Union et Desampé. Et ce week-end, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo en compétition africaine de football jouent gros domicile pour les Immaculés et en déplacement pour Anglebertois et Unionistes. Rivencial. L'axe 2 de barrage de la Coupe de la Confédération se profile à l'horizon. Les équipes de la République démocratique du Congo, concernées par la deuxième compétition africaine des clubs la plus prestigieuse du continent, s'apprêtent à afficher un tout autre visage, mieux que celui présenté lors de la première manche. Victorieux dans la douleur contre Marumo Gallants Football Club d'Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe Anglebert a atterri en terre sud-africaine le lundi 1er décembre 2021 avec l'objectif de ramener la qualification au pays. Un nul avec ou sans but suffira aux Corbeaux de Lubumbashi pour réussir leur pari après le 1-0 acquis à Kamalondo. La tâche s'annonce très compliquée par contre pour l'association sportive Maniema Union en Égypte après la leçon reçue au stade des Martyrs de Kinshasa. Déjà sur les lieux de la compétition, l'équipe de Kindu est conditionnée de renverser son bourreau, le Pyramids Football Club, vainqueur à l'aller sur l'annonce de 1-0 sur une réalisation obtenue à la 25e minute de la partie. À travers son patron du staff technique, Maniema Union ne perd pas espoir. En compétiteur. Pourquoi? Parce que nous savons bien que ce match-là se joue en 2 phases. La première phase a vécu, on a perdu à domicile. Et il va falloir aller jouer maintenant en Égypte. Nous savons que ça va être difficile, mais au regard de ce qui s'est passé ici à Kinshasa, nous gardons foi et nous avons espoir que nous pouvons faire quelque chose si nous travaillons, si nous mettons, parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui cherchent. Je pense que si nous travaillons sérieusement, on va arriver à faire quelque chose. Une remontée, le dernier club Motema Pembe en a aussi besoin après la déconvenue à Niamey au Niger infligée par l'Union sportive Gendarmerie nationale. Les Immaculés doivent sortir une prestation des XL à Kinshasa tellement la barre est placée haut. Marquer 3 buts sans en encaisser un qualifierait le club de la capitale. 2-0 était le score enregistré dans la capitale nigérienne le dimanche 28 novembre dernier. Réunis par un objectif commun, les 3 formations de la RDC joueront leurs adversaires sans la moindre préparation, n'étant pas programmées par la Ligue nationale de football pour le championnat national avant le dimanche 5 décembre prochain, date de leur production en Afrique.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Chatrak Mavungu, mais j'ai été assisté par Roger Missamou. Quant à moi, ça n'est fini et on se revoit prochainement. Au revoir.